Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je reçois Laurent Boyer. Bonjour Laurent. Bonsoir. Bonsoir Ophélie, Oui. bonsoir à tous. Donc, on va attendre quelques minutes, quelques secondes même, le temps que les premières personnes nous rejoignent. Et puis, on Tout à fait. démarrera. Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'Enfance Libre pour la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité et des violences sexuelles sur mineurs. C'est un sujet lourd et douloureux, mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Avant de présenter notre invité de ce soir, donc Laurent Boyer, je fais comme d'habitude un petit avertissement, car le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes ou des mémoires passées. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay, donc respectez vos limites, c'est très important. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'Enfance Libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons associationlenfancelibre@gmail.com. Donc rebonsoir Laurent Boyer. Bonsoir Ophélie. À l'âge de 43 ans, en 2017, après 37 ans de silence, vous publiez votre témoignage percutant de plusieurs années de viol par votre frère aîné. Vous aviez alors entre 6 et 9 ans. Votre livre, Tous les frères font comme ça, revient sur ce drame qui a détruit votre vie et avec lequel il a bien fallu vivre ensuite. La libération de la parole, vous en avez fait votre combat et vous luttez aujourd'hui activement contre les violences faites aux enfants. Suite à votre livre, vous avez fondé l'association Les Papillons, qui installe des boîtes aux lettres papillons dans les écoles primaires, les collèges, les clubs de sport et infrastructures sportives des villes dans le but de permettre aux enfants victimes de violences de s'exprimer et de pouvoir être aidés. Merci d'être avec nous ce soir pour revenir sur votre témoignage et votre combat pour essayer de briser encore un peu plus le silence sur les violences qu'endurent encore tous les jours de nombreux enfants, filles et garçons. Aujourd'hui, ce soir, vous êtes le premier homme qui témoigne en tant que victime dans ce forum. Comment vous expliquez ce tabou des violences sexuelles chez les petits garçons et les adolescents? D'abord, bonsoir encore Ophélie, bonsoir à vous toutes et vous tous qui nous rejoignez. Merci pour ce forum, pour tous ces échanges que j'ai pu suivre depuis le début. Comment j'explique que ça soit aussi compliqué pour un homme, pour un adolescent, un enfant devenu homme de pouvoir libérer sa parole? Je pense que ça s'explique par notre société. Simplement, notre société, on est vraiment dans le culte de la masculinité. L'homme doit être fort, l'homme doit être ci, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme, plein de choses comme ça qui sont fausses et avec lesquelles on grandit. Et pour un homme, c'est vraiment compliqué de pouvoir avouer entre guillemets ses faiblesses, de pouvoir les mettre à jour, de pouvoir les exprimer. Et qui plus est, on est vraiment dans une société où on n'est pas préparé, on n'a pas forcément non plus envie d'entendre qu'un homme ait pu être victime de violences sexuelles. Et pourtant, lorsque plus on est enfant, plus on est petit, et plus quand on est un garçon, on sera victime d'agressions sexuelles. C'est pour ça que, en fait, moi, depuis la publication de mon livre, mon but, en fait, c'était pas de faire des plateaux pour faire des plateaux, c'était vraiment pouvoir faire des plateaux pour pouvoir à la fois montrer aux victimes, mais plus spécifiquement encore aux hommes, qu'il n'y a pas de honte à venir se présenter devant les gens, les yeux dans les yeux, et leur dire qu'on a été victime de viol quand on était enfant, qu'il n'y a pas de honte à avoir, que ça ne nous définit pas, et en tout cas, c'est pas parce qu'on a été victime de viol dans notre enfance qu'on n'a pas le droit d'être marié, d'avoir des enfants, d'être heureux, d'avoir une vie normale. Donc, c'est un peu difficile à expliquer, mais
mais je pense que au fur et à mesure, on y arrive. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai fait Infrarouge, il y avait avec nous, il y avait Kevin qui avait été victime dans son club de sport. On essaye un petit peu de briser comme ça les tabous. Il y a Sébastien dans les Colosses au pied d'argile qui lui aussi porte cette parole. On Sébastien essaye. Bouillet, oui. Ouais, tout à fait. On essaye, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand on est un homme. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre enfance? Bien sûr. Moi, j'ai vécu une enfance, je dirais, tout à fait normale jusqu'à l'âge de 6 ans. Voilà, je suis issu d'une famille qui est relativement, pas relativement pauvre, mais une famille modeste. Mon père était ouvrier, ma mère était assistante sociale. Voilà, mon père était très peu présent, il s'occupait très peu de nous. Il passait tout son temps libre, soit dans son jardin, soit dans son club de football. Donc, c'est vraiment notre mère qui nous a élevés, un symbole très fort, une mère très dure. Moi, petit garçon, j'avais toujours du mal à voir l'affection qu'elle pouvait donner aux enfants qu'elle gardait et cette affection qu'elle ne me donnait pas. Donc, au milieu de tout ça, il y avait mon frère qui a 10 ans de plus que moi. Et pour moi, mon frère, c'était un petit peu ma bouée. C'était vraiment mon repère, puisque quand on est un enfant, on a besoin de ces repères-là. Et puis, quand on est un garçon, on a besoin de ce repère de père. Et moi, je n'avais pas ce repère paternel. Donc, pour moi, c'était mon frère qui jouait ce rôle de repère, qui était vraiment l'exemple que je voulais suivre. Je faisais du foot parce qu'il faisait du foot. Je voulais jouer de la guitare parce qu'il jouait de la guitare. Pour moi, c'était sûr, je ferais tout comme faisait mon frère. Mon frère, c'était, comme je le dis souvent, comme je le dis souvent dans mon livre, mon frère, c'était mon héros. Et du fait, j'avais aucune raison de me faire du souci ou de me méfier parce que les héros, ça fait pas de mal et encore moins aux enfants. Donc, voilà, on était 5 enfants dans la famille, mon frère, mes 3 sœurs et moi. Et forcément, comme on était une famille modeste, il n'y avait pas des chambres pour tout le monde. Quand même, on avait pas grand-chose, mais on n'était pas malheureux pour autant. Moi, je me rappelle quand même, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, forcément, mais du peu que je me souviens avant tout ça, je me souviens que j'étais un enfant plutôt joyeux. On était en pleine nature, donc j'aimais aller dans la nature autour de moi. J'aimais mes copains à l'école. J'aimais la vie. J'étais plein de vie. Quel événement fait que tout ça bascule? L'événement, mon frère part en pension parce qu'il il a 16 ans et il a décidé de suivre une école militaire pour faire ingénieur militaire. Donc, il part loin de chez nous et il ne revient plus que les vacances. Et du fait, pour gagner un petit peu de place dans notre chambre, on avait chacun notre lit, pour gagner un petit peu de place dans notre chambre, ma mère décide de transformer les 2 petits lits en un grand lit. Comme ça, moi, quand il n'est pas là, je suis tranquille dans mon lit. Et ma foi, quand mon frère revient pendant les vacances, eh bien, on va dormir dans le même lit. Il n'y a pas de difficulté, quoi. C'est mon frère. Ça bascule. Je me souviens, j'ai des images très fortes. Je me souviens que lorsque j'ai eu 6 ans, mon frère m'a envoyé une carte postale. Je suis né le 18 juin, donc on était bientôt à la fin de l'année scolaire. Et je me rappelle toujours de cette carte postale. C'était une tête de cheval sur un fond vert. Je voyais pas trop pourquoi, parce que j'aime pas le cheval. Enfin, voilà, on n'avait pas de chevaux, on n'en avait jamais fait. Mais je me souviens très bien de cette tête de cheval sur un fond vert, mon frère qui m'écrivait qu'il serait bientôt là. Et je me réjouissais. Mon frère est arrivé au lendemain des débuts des vacances scolaires. Pour moi, voilà, à l'époque, c'était les plus âgés d'entre nous s'en souviendront, mais à l'époque, à la télé, c'était les dessins animés de Tom Sawyer. Et donc, moi, j'imaginais mes vacances un peu comme Tom Sawyer. On allait aller dans la forêt, on allait faire des choses magiques, magnifiques. Et donc, mon frère rentre de son internat et ça s'est passé le premier matin de son retour. On était dans le même lit et moi, le soleil était déjà levé, on était en été, il faisait chaud. Et moi, j'étais vraiment en train d'imaginer qu'est-ce qu'on allait faire de la journée. On n'avait pas pu finir notre match de foot de la veille. Donc, est-ce qu'on allait le reprendre? Est-ce qu'il allait faire chaud, etc. Et j'ai senti mon frère qui se réveillait.
mais je ne me suis pas méfié. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé avec mon frère qui était vraiment plaqué contre moi. Et là, ensuite, voilà, j'ai des images très vives, des souvenirs de son odeur âcre du matin. C'est vraiment pour moi quelque chose dont je parle souvent, puisque cette odeur âcre qu'il avait, ce souffle sur mon cou, était vraiment pour moi très désagréable. J'ai vraiment ce souvenir-là. Et puis, voilà, le premier viol, en fait, ce matin-là, le premier viol, qui est très rapide, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire hier ou avant-hier sur un post Facebook, comme une piqûre en fait, mais quelque chose de très rapide et d'extrêmement douloureux, quelque chose qui transperce, et puis surtout quelque chose qu'on ne comprend pas. Et puis mon frère s'en va, et moi je reste comme ça, mais vraiment cassé en deux dans mon lit, recroquevillé. Je me souviens, j'ai vraiment des images très vives pendant que mon frère me violait, d'accrocher le matelas avec ma main gauche. Et puis ensuite, mon frère s'en va. Et là, moi, j'entends tout. J'entends dès le début cette première phrase que mon frère me dit, qui va me dire pendant 3 ans, comme un leitmotiv, comme une excuse. Tous les frères font comme ça. C'est vraiment pour ça que il était impératif pour moi que mon livre s'appelle comme ça. Mais j'entends tout comme dans du coton, parce que voilà, j'ai la tête qui tourne, il fait déjà chaud, et puis je ne sais pas ce qui vient de se passer. J'ai 6 ans, et je pense que, on reviendra sûrement tout à l'heure dessus, mais je pense que euh, quand on grandit, qu'on rentre dans ce sentiment de honte et de culpabilité, c'est simplement parce qu'on voit les choses avec notre esprit d'adulte, avec notre corps d'adulte, et on oublie ce que c'est que d'avoir été un enfant. Et on oublie qu'un enfant à 6 ans, il ne peut que subir ce qu'on vient de lui faire, et ne pas comprendre, à la rigueur, ne pas comprendre en 1977, ne pas comprendre si ce qui vient de se passer est bien, pas bien. Si oui, comme mon frère vient de me le dire, tous les frères font comme ça. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est extrêmement douloureux. Je ne peux pas me lever tout de suite. Je suis complètement sidéré. Le terme est toujours très juste, sidéré, c'est-à-dire vraiment, j'entends tout dans le coton. Mon frère se lève, va dans la cuisine, j'entends que ça rigole. Voilà, je n'ai pas compris ce qui vient de se passer, et il va me falloir de longues, longues, longues minutes avant de pouvoir me lever de ce lit. Ok. Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui d'être ce petit garçon de 6 ans? De revivre cette scène-là, D'être submergé, oui, par ce vécu? ce vécu, il ne m'a pas abandonné pendant toutes mes années de silence. Il ne s'est pas passé une seule journée, mais pire que ça, il ne s'est pas passé un seul clignement de paupières sans que je ne revoie ce que mon frère me faisait. Avant de libérer ma parole, avant de rencontrer ce public de victimes, je disais souvent, j'aurais préféré ne pas me souvenir. À l'époque, voilà, j'étais pas dans tout ce que je suis maintenant, je savais pas ce que c'était que l'amnésie traumatique, mais je me disais, j'aurais préféré ne pas me souvenir plutôt que de vivre éternellement ce premier matin-là. Vous savez, un peu comme ces mauvais films où on revit toujours le même jour, on se réveille et on revit le même jour. Moi, c'était ça. À chaque clignement de paupières, je revivais ce que mon frère m'avait fait. Et bon, maintenant, aujourd'hui, je sais quand même que non, je préfère ne pas avoir eu d'amnésie traumatique, parce que c'est quand même beaucoup plus perturbant quand on sort de cette amnésie. Et pour autant, voilà, pendant 30 ans, puisque le dernier viol a eu lieu à 9 ans, et que moi j'ai libéré vraiment ma parole avant le livre, mais j'ai libéré ma parole autour de l'âge de 39 ans, 40 ans, pendant tout ce temps-là, chaque jour, chaque clignement de paupières, je revivais ce que mon frère m'a fait. À partir du moment où j'ai libéré ma parole, mais plus encore, à partir du moment où j'ai écrit mon livre, ça c'est terminé. Je n'ai plus. Aujourd'hui, il faut que je fasse un effort pour me souvenir de ce que mon frère m'a fait. Donc, qu'est-ce qui fait que, enfin, qu'est-ce qui vous permet, du coup, enfant et adolescent, de vous évader alors que c'est quelque chose qui est très présent, comme vous le racontez, dans ce que vous vivez à chaque instant? Rien, rien permet de m'évader. Moi, à partir du premier viol, je suis quelqu'un qui me renferme complètement, à l'école, au club de foot, dans ma famille. Je suis quelqu'un qui n'a qu'une seule obsession, c'est de quitter la table où je suis, d'aller m'enfermer dans ma chambre pour qu'on me laisse tranquille. Et cette obsession, je l'ai eue pendant les 3 ans de viol, je l'ai eue jusqu'à ce que je quitte ma maison. Il fallait que je m'isole, que je me retrouve seul. Il n'y a absolument rien qui m'a permis de m'évader de ce que mon frère me faisait.
j'ai pas compris tout de suite ce qui me faisait. Mais quand j'ai compris que non, tous les frères ne faisaient pas comme ça, alors là, il n'y avait absolument pas grand-chose qui me faisait sortir. Il y avait mon club de foot, mais mon club de foot, oui, ça m'aérait l'esprit, etc. Mais quand on est victime comme ça, on ne se sent plus nulle part en sécurité, puisque le seul endroit quand même où on est censé être en sécurité, c'est dans notre famille. Et c'est pour ça que vraiment que l'inceste est tellement traumatisant, puisque être victime d'un viol, c'est terrible, c'est terrifiant. Mais on peut quand même après aller chercher du réconfort auprès de sa famille, auprès des siens, quand on arrive à verbaliser tout ça. Là, où aller? Puisque le mal qu'on nous a fait, le mal qu'on nous fait, il se passe là où, au contraire, on devrait nous protéger. Donc forcément, on ne se sent plus en sécurité nulle part. Et donc moi, il n'y avait pas grand-chose qui me sortait de tout ça. Écrire. Écrire me permettait de m'aérer l'esprit. Écrire, pas forcément ce que mon frère me faisait. Écrire, je me rappelle que j'ai écrit mon premier bouquin, c'était une utopie à l'âge de 15 ans. C'était un monde comme ça, un monde qui existait en moi. C'était un peu ce que je ressentais, quoi. J'étais en fait hors du monde. J'avais mon propre monde et j'étais hors du monde, hors de la vie des autres. C'est ça quand on est victime. On n'est plus dans la vie. On survit, on n'est pas mort, on survit, mais c'est plus une vie, c'est une non-vie, quoi. On n'est pas dans la vie des autres, on n'est pas dans le même rythme, on n'est pas dans le même monde. C'est ce qui vous permet de ne pas sombrer, de s'inventer un nouveau monde, un nouvel univers? Ah, tout à fait. C'est ce qui me permet, moi, de me raccrocher, c'est de retrouver ce monde à l'intérieur de moi qui n'appartient qu'à moi, ce pays imaginaire qui s'appelle Ex-Vagus, qui veut dire rêve. Voilà, pour moi, c'était vraiment mon monde avec des sages, le grand sage qui s'appelait Sapéré, je me rappelle bien. Hein. Voilà, c'était un monde où personne ne mourait de guerre, où il n'y avait pas de méchants, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de… C'était un monde pour moi idéal, un monde de tranquillité, mais quand même, dans ce monde que je me construisais, il y avait quand même à un moment un élément qui faisait qu'il y avait quelqu'un qui venait pour introduire l'argent, enfin la notion d'argent, pour faire basculer mon monde dans un rêve qui n'était plus le mien, quoi, en fait. Comme vous, votre monde avait basculé. Comme mon monde à moi, à l'âge de 6 ans, avait complètement basculé. Comment vous faites pour… qu'est-ce qui fait que vous sortez de ce silence et donc, du coup, vous sortez de ce monde imaginaire? Il m'a fallu 30 ans hein, pour sortir du silence. En attendant, ça a été 30 années de lutte complète entre moi et moi, en fait. 30 années à avoir cette parole qui est là, vraiment ici, juste là, à quelques centimètres de sortir. 30 années de lutte à essayer de la pousser pour qu'elle sorte sans y arriver. Et qu'est-ce qui fait qu'on sort du silence? Je crois qu'il y a un moment où on se met en colère contre soi, en colère contre mon frère, et puis en colère contre cette vie qu'on n'a plus. On regarde sa femme, on regarde ses enfants, cette sensation d'être jamais là, cette sensation de passer à côté de tout, et de se dire à un moment, mais stop, quoi, stop, je n'ai rien fait, je ne mérite pas d'avoir cette vie-là, et il n'y a pas 50 solutions. Et c'est pour ça que je parle si souvent dans les plateaux, tout ça, c'est que je veux faire comprendre aux gens qui ont été victimes, il n'y a pas 50 solutions. Il y en a qu'une, enfin, il y en a que deux à la rigueur. Il y a mourir ou vivre. C'est le seul choix qu'on a à faire. Si on choisit de vivre, il faut choisir de vivre avec ce mal qu'on nous a fait. Mais la seule façon de vivre avec, c'est de sortir de nous et c'est de parler. C'est la seule chose à faire. Il m'a fallu 30 ans pour le comprendre, 30 ans où il a fallu, où j'étais en colère contre tout le monde. Et finalement, je n'étais pas en colère contre la bonne personne, en fait. Je n'étais pas en colère contre moi-même. Voilà, j'avais la possibilité de stopper les choses. Je n'avais pas eu cette possibilité enfant. Là, j'avais la possibilité de le faire et il m'a fallu 30 ans pour le comprendre. Et voilà, il m'a fallu 30 ans pour oser écrire un mot un jour à mon épouse et le laisser sur la table de la cuisine pour que elle puisse le lire le matin au réveil et puis attendre avec anxiété sa réaction. Vous parlez de deux choix, vivre ou mourir. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné mourir? Bien sûr. Bien sûr, parce que ça ne peut pas être la vie, ça, en fait. Ça peut pas, ce sentiment de peur perpétuelle, ce sentiment de honte, de culpabilité, cette non-vie, cette obligation qu'on s'impose, puisqu'on garde le silence, donc on s'impose le fait de faire comme si, de faire semblant, et c'est une lutte perpétuelle avec nous-mêmes, puisqu'au final, on finit par même plus se reconnaître, quoi, puisque
on est quelqu'un d'autre, on n'est jamais soi-même, on a toujours un masque et au final, quand on essaye, ben, on n'arrive même plus à l'enlever, ce masque. Donc oui, bien sûr, j'ai été à deux doigts un jour dans mes études à Lyon de sauter par-dessus le pont. Je suis monté sur le parapet parce que c'était plus possible. Et je me souviens très bien, j'ai eu un éclair vraiment de me dire, mais j'avais pas laissé de mots, hein. J'allais partir comme ça sans avoir laissé de mots. Et je me suis dit, ben, en fait, si je pars là maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va, à quoi, puisque voilà, à quoi ma mort va servir, puisque de toute façon, personne n'est au courant et que j'ai même pas laissé de mots. Donc, je suis en train d'avoir une non-vie, et ben même ma mort ne va servir à rien, puisque de toute façon, j'ai pas laissé de mots. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait reculer, c'est de me dire, bah, en fait, non, euh, je me trompe là. La meilleure chose que je dois faire, c'est de vivre pour que ça soit, que je sois toujours, entre guillemets, une espèce d'épée de Damoclès, parce que si je meurs, c'est fini, c'est tranquille. Il est tranquille, il aura jamais la peur qu'un jour je dise ce qu'il m'a fait. Donc c'est un peu ça qui m'a fait descendre de ce pont-là cette nuit-là, c'est de me dire non, mourir c'est trop facile. Ça serait lui donner sa liberté. Et maintenant voilà, ça a pris du temps encore hein, parce que j'étais étudiant. Le cheminement a été long parce que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage du silence pour se sortir de cet engrenage, c'est compliqué parce que forcément on perd confiance en soi, on est empris de cette culpabilité. Donc c'est vraiment compliqué de sortir de cet Et puis engrenage. vous le dites, ça devient une identité aussi, on se construit sur ça. C'est ça, on se construit sur tous ces masques qu'on enfile et ça prend tellement de temps pour essayer. euh, ça prend tellement de temps et tant et si bien que moi je sais que je me regardais plus dans le miroir. Je ne me regardais pas dans le miroir parce qu'en fait, j'avais peur de l'image que je voyais et j'avais peut-être peur aussi de retrouver l'image derrière tous ces masques-là. Et dans mon esprit, puisque j'étais dans cette culture de j'ai rien dit, donc ça veut dire que ça m'allait bien, donc ça veut dire que je suis coupable d'eux. Dans mon esprit, je n'ai pas du tout envie de voir ce visage laid d'un homme coupable d'avoir pas su dire non. Donc, ça prend du temps, effectivement, d'enlever tous ces masques et de retrouver son identité et de se mettre face à face avec soi-même dans le miroir et de dire, mais non, finalement, je suis pas si laid que ça, quoi. Finalement, voilà, j'ai rien fait. Quand vous avez pu enfin parler, il y avait prescription. Comment Oui. vous avez vécu cette impossibilité de passer par la justice? Je crois qu'inconsciemment, je l'ai fait exprès. Je suis capitaine de police, je connaissais parfaitement les délais de prescription, etc. Et je crois qu'inconsciemment, je l'ai fait exprès pour ne pas avoir à me poser la question et surtout pour ne pas que les autres me posent la question, puisque c'est souvent ce qui se passe. Hein. L'une des premières choses qu'on nous dit quand on libère notre parole, c'est tu vas déposer plainte. J'avais peut-être pas forcément envie qu'on me pose cette question, j'avais pas envie de me la poser. Je je pense que j'ai attendu qu'il y ait la prescription pour ne pas avoir à me poser cette question et pour pouvoir libérer ma parole comme je le voulais et pas comme on aurait voulu que je le fasse ou comme la justice aurait voulu que je le fasse. Vous parlez souvent de besoin, enfin du mot victime. Qu'est-ce que représente ce besoin chez la victime d'être reconnue? Ah ben c'est important. Ça permet de remettre les choses dans l'ordre, puisqu'une victime, elle se construit sur le fait qu'au final, on n'est pas la victime. On finit par se dire qu'on est le complice de tout ça, à force de ne pas avoir su dire non. On oublie qu'on n'a pas pu dire non. On se dit qu'on n'a pas su dire non. Et du coup, on se sent complice du mal qu'on nous a fait et on a vraiment besoin de se sentir victime. Alors pour certains, ça passe par la justice, et ça, je l'entends complètement. Moi, c'est passé par mon livre et par tout ce que je fais après. Mais c'est normal qu'on ait ce besoin-là, parce que ça nous permet de nous remettre à notre place. Et notre place, c'est celle d'une victime. Vous savez, souvent dans les témoignages que je reçois, j'en reçois beaucoup, le simple fait que je dise aux gens qui ont du mal, parfois qui libèrent leur parole pour la première fois, et qui ont du mal à dire les choses et qui ont du mal surtout à se sentir victime, le simple fait que de leur dire bah, ce que vous venez de me dire, oui, vous êtes victime d'eux. Moi, j'ai des gens, quand je leur ai dit ça, qui se sont mis à pleurer parce que pour la première fois, on leur disait qu'ils sont victimes. Donc oui, c'est important. Ça permet de remettre les choses à leur place. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ce mot aujourd'hui, Laurent? Victime, aujourd'hui, pour moi, en ce qui me concerne,
euh, il veut dire j'ai survécu. C'est comme un tatouage en fait. C'est un tatouage qui me montre que j'ai trouvé cette force de subir, parce que les victimes oublient trop souvent que pour en arriver là où on en est, il a quand même fallu qu'on trouve la force et le courage de supporter le mal qu'on nous a fait, la force et le courage de supporter, de continuer malgré tout. Donc victime, ça veut dire je suis fort. Ça veut dire que je peux me regarder dans le miroir et ne pas avoir honte de l'homme que je suis aujourd'hui, ni pour ce qu'on m'a fait, ni pour ce que je fais moi. Donc victime, c'est un tatouage, pas une cicatrice, un tatouage. Un tatouage qui ne me définit pas, parce que je ne veux pas être défini par le fait que je suis une victime de viol. D'ailleurs, très souvent, je mets ce mot passé. Et quand je le fais, c'est vraiment de façon inconsciente. Et quand je m'en rends compte, je me dis, bon, ben, j'ai bien avancé quand même. Parce que j'arrive maintenant souvent à dire que j'ai été victime de viol, alors que, voilà, je le serai toujours dans mon esprit et dans mon âme, dans ma chair. Mais pour moi, voilà, ça ne me définit pas. C'est un tatouage, quelque chose qui ne s'en ira pas, mais quelque chose qui aujourd'hui ne me fait pas mal, contrairement à ce que pouvait faire avant la cicatrice que j'avais. Là, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui me fait pas mal. C'est comme ça m'est arrivé. J'aurais beau m'ouvrir toutes les veines du corps, j'aurais beau me taper la tête contre tous les murs, ça ne partira pas. Donc, voilà, il faut vivre avec, et moi je vis avec comme si c'était un tatouage. Quelque chose qui ne me définit pas, mais qui me fait avancer. Eva Thomas nous confiait l'autre jour qu'elle avait dépassé le stade, comme vous avez l'air de dire aussi, je ne suis qu'une victime, en tout cas ne pas s'identifier au côté identitaire qui peut être un frein pour avancer. Comment vous avez fait ce travail? C'est un travail compliqué. J'ai commencé plusieurs suivis avec des psys, mais j'ai pas toujours trouvé la façon de m'aborder. Voilà, ils avaient la leur, mais c'était pas la façon de m'aborder qui m'allait. Ce travail, je l'ai fait. Tout seul, mais simplement en fait en allant vers les autres en fait, en faisant de ce qu'on m'avait fait quelque chose. Parce que on est perpétuellement une victime et donc toujours en colère tant qu'on évolue avec cette question qui est pourquoi? Pourquoi mon frère m'a violé? Cette question, si je continue à me la poser, elle me rendrait fou parce qu'il n'y a pas de réponse, en tout cas pas de réponse entendable. Il n'y a aucune réponse qui justifie, qui pourrait expliquer pourquoi mon frère m'a violé. Donc, c'est en arrêtant de me poser cette question du pourquoi que j'ai commencé à aller mieux et à dépasser ce stade de victime. Et donc, en passant du pourquoi à, OK, mon frère m'a violé, je ne vais rien pouvoir y faire pour l'enlever. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? euh, Moi, je pars pas d'idéologie mais je pars du principe que rien ne nous arrive par hasard. Ça m'est arrivé et je me suis dit, ça m'est arrivé, je m'en suis sorti plutôt bien par rapport à d'autres victimes qui s'en sont sorties beaucoup moins bien que moi et qui continuent encore dans les messages que je reçois à s'en sortir vraiment pas bien. Donc moi, je m'en suis sorti plutôt bien. Ben, il y a une raison, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai dépassé ce stade, comme Eva, Eva qui a été la première à parler en public de ce qu'on lui avait fait, qui a été la première à briser le tabou absolu à l'époque, dans les années 80, de l'inceste. Ben voilà, il y a un moment où on décide de se transcender, de faire quelque chose de ce mal qu'on nous a fait. Ce que vous dites, c'est que vous avez transformé ce pourquoi vous a hanté jusqu'à voilà, vous abîmer en pourquoi vous avez survécu et en faire quelque chose de magnifique, de transcendant. Ben, oui, c'est exactement ça. Il y a bien un moment où je me suis dit, pourquoi je m'en suis sorti finalement comme ça? Il y a bien une raison, quoi. Il y a bien une raison qui fait que je m'en suis sorti comme ça. Il y a bien une raison qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout de colère. Ça me permet, en n'ayant plus du tout cette colère, ça me permet de pouvoir vraiment parler de façon apaisée aux gens qui viennent vers moi et de pouvoir voilà, avoir des échanges plus apaisés parce que dans la colère, on ne peut pas avancer et j'aurais pas pu faire la même chose si j'avais été en colère parce que je pense pas que ce soit facile de conseiller
de guider, de mener des combats quand on est en colère. On les mène forcément avec de la colère et du coup, voilà, les causes sont différentes. Tout à l'heure, vous parlez de la difficulté d'avouer ses faiblesses. Et dans votre livre, ou quand on parlait du tabou sur les violences sexuelles sur les hommes, et dans votre livre, vous décrivez le ressenti et la culpabilité qu'on éprouve, que vous avez porté plus jeune. Cette culpabilité, vous l'avez dépassée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? De ce sentiment de culpabilité que Oui. j'ai eu, je me dis que ça pouvait pas être autrement en fait, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, on raisonne avec notre esprit d'adulte et donc forcément, on grandit avec ce mal qu'on nous a fait, mais tout grandit en même temps, quoi. Et forcément, on oublie l'enfant qu'on a été. Donc, ce sentiment de culpabilité, il est normal qu'il accompagne les victimes. C'est moi, j'ai eu ce sentiment de culpabilité en fait jusqu'à ce que j'écrive mon livre. Quand j'ai écrit mon livre, je me rappelle d'une scène qui m'a extrêmement perturbé pendant que j'écrivais. J'étais sur la table voilà, j'étais en train d'écrire et en tournant la tête, je me suis physiquement vu assis sur le canapé, exactement comme quand j'étais assis au bord de mon lit, que j'avais tant de mal à me relever. Et là, j'ai regardé cet enfant et j'ai posé mon stylo, j'ai regardé cet enfant et je me suis dit, mais je ne pouvais pas faire autrement de toute façon. Comment moi, avec cette taille-là et cet âge-là, comment j'aurais pu, mon frère était quelqu'un de très grand, comment je pouvais, souvent je le dis, il avait un corps de géant pour moi, comment aussi petit j'aurais pu faire autrement. Et ça m'a beaucoup aidé d'écrire ce livre et de me revoir enfant, parce que ça m'a vraiment permis de me dire que je ne pouvais pas faire autrement et que je n'aurais pas pu dire non à ce que me faisait mon frère et que mon frère avait une telle emprise sur moi, cette fameuse emprise. Mon frère était mon héros, il avait une telle emprise sur moi, il a construit mon adolescence et toute la vie ensuite de telle sorte que quand j'ai libéré ma parole, on m'a forcément dit, bah, enfin avec tout ce qu'il a fait pour toi. Donc voilà, écrire m'a permis de me rendre compte de tout ça et puis du coup de me dire que j'étais pas coupable de quoi que ce soit. Mais ce sentiment de culpabilité pour les victimes, malheureusement, je dirais, il est normal. On ne peut pas s'en sortir, il fait partie de l'engrenage. Tant qu'on ne libère pas notre parole, tant qu'on ne se libère pas de tout ça, de tout ce poids, on a forcément ce sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'emprise dans une relation fraternelle? L'emprise, c'est l'emprise pour moi par rapport à mon frère, c'était que mon frère était à un tel niveau de héros, c'était mon Dieu. Donc forcément, on va pas, on peut pas faire descendre son Dieu de son piédestal. On peut pas le toucher son Dieu. Je veux dire, pour moi, mon frère avait une telle emprise que quand mon frère me disait que tous les frères faisaient comme ça et qu'il fallait rien dire parce que sinon on serait plus frères, bah, ça me faisait terriblement mal tout ce qu'il me faisait, mais je ne me voyais pas ne pas lui obéir. Alors forcément, ça a marché les premières fois. Et après, le problème du silence, c'est que quand on met le doigt dans l'engrenage du silence, c'est trop tard après. Puisque forcément, comme c'est un engrenage, tout s'enroule et c'est trop tard pour revenir en arrière. Puisqu'on se dit, c'est ça l'engrenage, c'est qu'on se dit que quel que soit le moment où on va parler, on va forcément nous dire, enfin, pourquoi tu n'as rien dit la première fois? Et puis, voilà, on est dans un engrenage, j'ai 6 ans, je suis quand même dans ma famille et je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je parle, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que je dépasse le stade de que je me dis bien que non, tous les frères ne peuvent pas faire comme ça parce que ça fait trop mal, je me dis, mais voilà, il y a aussi la peur de l'abandon. L'emprise de mon frère, c'est vraiment, il dit quelque chose, et bien, pendant les premiers mois où j'ai subi tout ça, ben, je ne vais rien dire parce que mon frère m'a dit de ne pas le dire, parce qu'on ne va plus être frères. Son emprise est tellement forte que malgré tout ce mal qu'il me fait, j'arrive encore à continuer à l'aimer, entre guillemets, en me disant, puisque tous les frères font comme ça, eh ben, tant pis, quoi. J'aime mon frère, donc je vais subir ce qu'il me fait. Et aujourd'hui, vous l'aimez encore? Non. Aujourd'hui, aujourd'hui pour moi, toute ma famille, aujourd'hui, j'ai plus de famille. Aujourd'hui, ma famille, je l'ai reconstruite. Aujourd'hui, j'ai plus de famille. Quand j'ai libéré ma parole, j'ai eu droit à ce dont toutes les victimes ont droit, c'est-à-dire tu ne fais plus partie de la famille. Eh bien, encore une fois, j'ai voulu prendre le contre-pied de tout ça et je me suis dit non, c'est moi qui décide de vous exclure. Donc moi, aujourd'hui, j'ai plus de famille. Mon frère, je ne peux pas dire que je l'aime. On ne peut pas aimer un bourreau. Mon frère, c'est quelqu'un qui a failli me tuer.
Mon frère, c'est quelqu'un qui a volé mon enfance. Mon enfance, à moi, elle s'arrête à l'âge de 6 ans. Mon enfance, moi, aujourd'hui, quand on me pose des questions, quand mes enfants me posent des questions, je ne peux pas leur dire qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau à mes Noëls. Je ne me rappelle pas de mes Noëls. C'est le noir absolu, c'est le trou noir à partir de l'âge de 6 ans. Donc, je ne peux pas aimer quelqu'un qui a rayé, qui a mis, entre parenthèses, 30 années de ma vie. Je ne suis plus en colère contre lui. Mais pour autant, je ne peux pas lui pardonner ce qu'il m'a fait. Parce que pour moi, dans la définition même du mot pardonner, ce que m'a fait mon frère, c'est impardonnable. Et j'ai beaucoup de victimes j'ai des victimes qui m'écrivent et qui ont trouvé cette force de pardonner. Je suis très admiratif devant ces victimes qui ont eu suffisamment de force, de foi pour pardonner à quelqu'un qui leur a fait aussi mal. Moi, j'avoue que j'ai pas cette force. Et j'avais eu un psy qui m'avait dit, ah, mais de toute façon, tant que vous n'aurez pas pardonné, vous ne pourrez pas aller mieux. Bon, alors, je ne sais pas si un jour je pourrai aller mieux par rapport à cette définition. Je pense qu'aujourd'hui, ça va. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, je ne pardonnerai jamais à mon frère ce qu'il m'a fait. Parce que je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie s'il ne m'avait pas fait ça. Et là, ce que je vais dire va peut-être être un peu compliqué à comprendre pour les gens. Je ne regrette rien de ce qu'a été ma vie. Je suis fier de l'homme que je suis aujourd'hui et je ne serais sans doute pas cet homme. Je ne ferais pas ce que je suis en train de faire si je n'avais pas vécu ce que j'avais vécu. Mais pour autant, j'aurais bien voulu grandir sans avoir cette douleur en permanence, sans avoir cette peur, ces larmes la nuit, le soir, sans avoir cette peur de m'endormir, parce que m'endormir voulait dire me réveiller et ça voulait dire me retrouver face à mon bourreau. J'aurais bien voulu quand même savoir ce que c'était qu'une enfance, qu'une adolescence normale, draguer les filles sans me dire que je ne vais pas leur faire l'amour puisque ça va leur faire mal. J'aurais bien voulu être comme tout le monde, en fait. Cette fameuse phrase « être comme tout le monde », j'aurais bien voulu être comme tout le monde. Donc je ne peux pas lui pardonner de m'avoir enlevé ça. Alors, c'est très beau et c'est très fort ce que vous dites, vraiment. À la fin de votre livre, vous écrivez une lettre à chaque membre de votre famille et à votre belle-sœur, sauf à votre agresseur, à votre bourreau, comme vous dites. Que recherchez-vous à ce moment-là? Quand j'envoie ces lettres, en fait, ce sont des lettres je ne les ai pas vraiment écrites comme ça, mais à la fin de mon livre, j'écris des lettres aux personnes à qui j'ai vraiment écrit des lettres quand j'ai libéré ma parole. J'ai vraiment envoyé une lettre à mes parents, j'ai vraiment envoyé une lettre à une de mes sœurs, j'ai vraiment envoyé une lettre à ma belle-sœur, j'ai bien écrit un mot à mon épouse. Il y a juste une lettre à l'enfant que j'étais, que j'ai pas écrite vraiment pour de vrai et que j'ai écrit dans le livre. J'ai écrit en fait à ma belle-sœur pour que le doute entre en elle. Je savais très bien qu'on allait me dire avec tout ce qu'il a fait pour toi, et c'est vrai que mon frère a construit la vie, notre vie, ma vie, pour qu'un jour ou l'autre on puisse m'opposer cette phrase que c'était pas vrai parce qu'avec tout ce qu'il avait fait pour moi. Mais j'ai simplement voulu que le doute entre en elle et qu'elle se dise que peut-être, elle dormait le soir avec un monstre. Donc, j'ai voulu simplement faire rentrer ce doute en elle. J'ai écrit à mes parents, encore une fois, parce que c'était toujours... moi, je suis quelqu'un de l'écrit, hein, et les gens qui me suivent sur Facebook le savent, hein, parce que tous les 2 jours, sur la page Facebook de l'association, il y a des posts. Je suis quelqu'un de l'écrit. Et puis parce que c'était encore une fois trop compliqué pour moi de dire les choses, donc j'ai écrit à mes parents pour qu'ils comprennent pourquoi j'avais été cet enfant-là, pourquoi j'avais été cet adolescent, pourquoi je m'étais enfui si vite de la maison, pourquoi je ne restais pas au repas de famille. J'ai écrit à une de mes sœurs pour qu'elle comprenne elle aussi qui j'étais. Voilà en fait pourquoi j'ai fait ces lettres. Et les mettre dans le livre, c'était collé à ma vie, collé à ma réalité. La seule chose qui était différente et qui m'a fait du bien, c'était d'écrire cette lettre à l'enfant que j'étais. Comment vos parents réagissent quand ils reçoivent cette lettre? Déjà, il se passe beaucoup de jours avant qu'ils ne m'appellent. Je me rappelle très bien, hein, puisque quand ils m'ont appelé, je suis fonctionnaire de police, donc j'étais en contrôle, en plein contrôle avec mes effectifs, et je me suis un petit peu éloigné. C'était mon père qui a parlé en premier. Mon père était en pleurs, en me disant pas en me disant qu'il était désolé, mais en me disant qu'il n'avait pas vu, il n'avait pas compris. Donc ces premiers mots m'ont fait du bien parce que je me suis dit que si on me dit ça, c'est que quelque part peut-être on me croit. Puis m'a passé ma mère. Et là,
je veux dire, quand on envoie ce genre de mots, quand on se prépare à libérer sa parole, ben, on est prêt à entendre qu'on nous croit, on est prêt à entendre qu'on ne nous croit pas, on est prêt à se faire insulter, on est prêt à se faire prendre en pitié. Par contre, il y a quelque chose à laquelle je ne m'étais pas du tout préparé, c'est ce que m'a dit ma mère. Ma mère, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit « Je te crois ». Alors pour moi, ça c'était important, mais la suite de sa phrase m'a complètement détruit. C'est-à-dire qu'elle m'a dit « Je te crois » parce que je m'en suis toujours douté. Et là, j'avoue que j'ai pas pu l'entendre, ça. J'ai pas pu entendre, déjà à l'époque, j'étais père, j'ai pas pu entendre que ma mère me dise qu'elle me croyait et qu'elle justifie le fait qu'elle me croit par le fait qu'elle s'en était toujours doutée. Et là, j'avoue que pour moi, ça a été extrêmement difficile. Et, euh, et vraiment, je pense que à un moment, et parfois ça ressort dans le livre, j'en ai plus voulu à ma mère encore qu'à mon frère. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ma mère. Parce que pour moi, c'est pas entendable qu'une mère dise qu'elle me croit parce qu'elle s'en était toujours doutée. J'ai pas eu le temps malheureusement parce qu'après on s'est pas parlé pendant longtemps et quand j'ai voulu lui reparler, bah, c'était trop tard puisque ma mère, très peu de temps après ma libération de parole, a développé la maladie d'Alzheimer et très 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 rapidement, forcément, comme je suis le dernier de la famille, en une nuit quasiment, dans son esprit j'avais 2 ans donc forcément j'étais plus victime de rien, j'avais 2 ans. Donc, j'ai pas pu lui poser les questions. J'aurais voulu savoir si, quand elle me disait qu'elle s'en était toujours doutée, si c'était pendant que nos frères me faisaient ça ou si c'était après ou voilà, j'aurais bien aimé qu'elle me dise. Malheureusement, elle n'a pas pu le faire, elle est morte et elle n'a pas pu me dire ce qu'elle avait dit par là. Mais moi, ma réaction, elle a été brutale. Ça a été une coupure complète avec ma famille, avec ma mère, parce que pour moi, c'était pas admissible qu'on me dise ça. Ce livre, il a aussi un impact très important dans votre construction. De quelle manière? On en avait parlé au téléphone, j'avais trouvé ça assez intéressant ce que vous m'aviez raconté. Au niveau du livre, Oui, l'impact de l'écriture du livre dans votre construction. l'impact de l'écriture de livre, bah, ça a été de changer de peau, en fait. Ça a été vraiment de sortir vraiment de moi, comme si c'était vraiment le poser sur la table. Ça a été vraiment pour moi l'occasion de une renaissance, en fait. Vraiment une renaissance. Euh, changer de peau, pour moi, voilà, ça a été, je l'ai écrit en 3 jours, je l'ai écrit en 3 fois 8 heures, euh, et je l'ai écrit dans un état pas beau à voir parfois. C'était la journée, donc j'étais tout seul, les enfants étaient à l'école, mon épouse travaillait, mais ça a été poser sur la table tout ce que j'avais à poser et poser ce fardeau, en fait, poser ce fardeau. Quelles conséquences ça a sur votre vécu, sur votre couple notamment? On en parle rarement, en fait, les effets de l'inceste, du viol sur le couple. Je crois qu'on en parle rarement et il ne faut pas faire de tabou dans le tabou. Moi, j'en ai pas fait dans le livre, j'en fais jamais. J'en fais jamais. Bah, forcément, on est victime de viol. C'est-à-dire que on a un sexe, là je vais dire les choses crûment, on a un sexe qui nous pénètre et qui nous fait mal. Donc forcément, après, l'acte sexuel ne peut être compris, appréhendé quand on se construit, que par quelque chose qui va faire mal. Donc moi, dans les premières années de ma vie d'adolescent, de jeune adulte, c'était pas concevable de faire l'amour. Parce que faire l'amour, c'était faire mal. Puisque j'entendais ce que disaient mes copains, j'entendais tout ça. Mais pour moi, je voyais pas comment ce sexe qui, à moi, m'avait procuré une douleur si terrible, je voyais pas comment il pouvait être synonyme de plaisir. Donc forcément, ma première fois à moi, et c'est pour ça aussi que vous me disiez tout à l'heure si j'aimais mon frère, il m'a privé de tout ça aussi. Ma première fois à moi, ça a été une première fois où je me suis forcé pour plusieurs raisons, parce que on est déjà, voilà, quand on grandit dans l'adolescence, c'est déjà une période compliquée sur la sexualité, à se positionner, etc. Et puis ben, nous, quand on est, moi, homme, victime de viol, qui n'a rien dit, et ben, le cheminement commence à se faire, l'engrenage commence à se faire, de se dire, bah, finalement, si j'ai rien dit, c'est peut-être que j'aimais ça. Donc finalement, peut-être que j'aime pas les femmes, peut-être que c'est les hommes que j'aime, mais alors qu'à l'intérieur de soi, moi je savais que j'aimais les femmes, mais
d'être complètement perdu en me disant, mais oui, mais puisque j'ai rien dit. Donc moi, je me rappelle la première fois, ma première fois, c'était forcé. C'était pour savoir où j'en étais, est-ce que j'aimais les femmes, et voyons donc si cet objet qui à moi m'avait fait si mal, est-ce que oui ou non, il peut faire autre chose que mal. Donc moi, ma première fois, elle a été déjà très tardive, hein, je le dis dans le livre, pour tout le monde, voilà, quand on est un mec, on est très bête, et moi, jusqu'à très tard dans ma vie, j'ai toujours dit que j'avais fait ma première fois vers 13, 14 ans, parce que voilà, c'était la moyenne de tous les mecs, donc j'ai dit pareil. C'est pas vrai. Moi, ma première fois, elle a eu lieu à 20 ans, parce que j'étais pas capable de le faire avant, parce que j'étais déjà tétanisé j'étais aussi tétanisé par le contact des corps, d'un autre corps que le mien. Euh, J'étais tétanisé par tellement de choses que c'est bien ce que vous dites là, c'est bien de m'en faire parler parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et il faut en parler parce que c'est aussi, ça fait partie de la vie et c'est aussi quelque chose qui nous impacte et qui nous détruit sur notre sexualité. Après, plus tard, dans ma vie de couple, c'est, il a vraiment fallu que j'ai confiance en ma partenaire, en tout cas en mon épouse, pour, par exemple, faire l'amour le matin. C'était impossible pour moi parce que le matin, pour moi, c'était synonyme de ce que mon frère m'avait fait. Donc forcément, ces images me revenaient alors qu'elles n'avaient pas raison de revenir. On n'était pas du tout dans la même configuration, mais faire l'amour pour moi le matin était quelque chose d'impossible, d'inimaginable. Il faut beaucoup de patience pour nos conjoints quand on a été victime de viols, d'agressions sexuelles dans notre enfance. Et je profite vraiment de ce petit passage avec vous pour rendre hommage à nos conjoints et à nos conjointes parce qu'il leur faut beaucoup de patience, de confiance aussi en nous et en elles et en eux pour supporter nos silences, nos doutes, nos absences et pour accepter nos travers, notamment dans les actes sexuels, nos peurs, nos craintes. Donc vraiment, si on arrive à se reconstruire à ce niveau-là aussi, c'est grâce aussi à tout l'amour que nous portent nos conjoints et qui nous permet de passer outre un petit peu nos peurs qui nous ramènent à nos enfances. Aujourd'hui, quel rapport vous avez au plaisir et au désir dans votre sexualité? Aujourd'hui, j'ai un rapport tout à fait normal. Aujourd'hui, ça concourt à la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je ferme les yeux, quand je cligne des yeux, je ne vois pas ce que mon frère m'a fait. Aujourd'hui, l'acte sexuel est vraiment assimilé à du plaisir. Je n'ai jamais d'images qui me reviennent. Voilà, je peux même faire l'amour le matin. Je n'ai jamais d'images qui me reviennent quand je suis dans l'acte sexuel parce que c'est voilà, Vous avez j'ai réussi à tourné. vous reconstruire, ouais. Voilà, tout à fait. J'ai Non, pas mais changé de livre, mais j'ai tourné une page et voilà, j'ai plus de raison de revenir sur ces autres pages-là. je vous ai posé la question pour, voilà, pour que aussi tout le monde qui a été peut-être victime un jour dans sa vie puisse aussi voir le côté espoir derrière cette reconstruction et que c'est possible, quoi. On peut se reconstruire dans la sexualité, dans le corps. Et vous en êtes un exemple parmi tant d'autres. Je pense à Eva Thomas, etc. En tout cas, il y a un cheminement possible. Bien sûr, c'est vraiment ce que j'essaye toujours de dire aux victimes, c'est que il y a une vie, on a droit à la vie et on a droit au bonheur, on a droit de mettre dans la même phrase j'ai été victime de viol, virgule, je suis heureux aujourd'hui. On a le droit. Des fois, en tant que victime, parfois, on ne s'autorise pas à être heureux. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre construction aussi. Hein. Quand on va vers le bonheur, immanquablement, on fait tout pour le détruire parce qu'on dit qu'on n'y a pas droit, parce qu'on est toujours dans ce sentiment de honte, de culpabilité, de se sentir sale, etc. Donc, il y a un moment où il faut couper tout ça et il faut dire aux victimes que oui, on a droit au bonheur. Être victime, on l'a dit déjà tout à l'heure, être victime ne doit pas nous définir. Ça ne doit pas, on ne doit pas, quand on se présente, la première chose qu'on doit dire, c'est pas je suis ou j'ai été victime de viol. On est beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je suis beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et effectivement, j'ai aussi été victime de viol. Aujourd'hui, vous êtes père de 3 enfants, 3 garçons. Comment vous vivez cette paternité au regard de votre histoire? Alors, par rapport à mes 2 plus jeunes enfants, ça a été compliqué parce que plus jeunes, bon, maintenant ils ont 15 ans, 12 ans, donc c'est des ados, donc forcément ils n'ont plus le même rapport l'un avec l'autre.
mais plus jeunes, ils étaient vraiment très proches. Et j'ai eu un moment très difficile à accepter. Et là, encore une fois, j'ai pu passer ce cap grâce à mon épouse. C'est qu'à un moment, on était dans une maison, on est dans une maison où ils avaient la possibilité d'avoir chacun leur chambre. Et pour autant, ils ont voulu dormir dans la même chambre, tous les deux. Ils avaient un grand espace, une mezzanine avec un grand espace de jeu, etc. Et ils avaient cette chambre à l'étage de la maison. Et, euh, et le plus jeune avait 6 ans quand cette volonté est arrivée. Et là, j'ai pas eu besoin de dire grand-chose. Mon épouse a bien compris ce vers quoi ça me faisait aller. Et voilà, elle a essayé de me rassurer en me disant que, voilà, que je saurais voir les signes, les changements dans mes enfants, s'il se passait quoi que ce soit, et qu'il fallait, et ma foi, ça aussi, c'est quelque chose qui est important à se rappeler, il fallait laisser vivre, il fallait que je laisse mes enfants vivre leur enfance. Parce que finalement, ce que m'avait fait mon frère, c'est pas la norme. La norme, c'est ce qu'ont fait mes enfants. La norme, bah, c'est normal que deux frères qui ont que 3 ans d'écart, moi j'avais 10 ans avec mon frère, mais eux, c'est normal que deux frères qui ont que 3 ans d'écart aient envie de dormir dans la même chambre. C'est ça la norme. Nous, on voit le mal partout, mais ce n'est jamais que le mal qu'on nous a fait, c'est pas la vraie vie. C'est pas ça la vraie enfance. Comment vous avez dépassé avec vos enfants la fausse image du coup des rapports fraternels que vous aviez? Ben, j'ai eu qu'à les regarder en fait. J'ai eu qu'à les regarder évoluer, les regarder grandir et me souvenir toujours et voir aussi comment ça se passait dans la famille de mon épouse pour voir ce que c'était vraiment qu'une famille, ce que c'était vraiment que des rapports frères, sœurs qui n'avaient rien du tout à voir avec les nôtres. Moi, il faut dire déjà que j'étais vraiment le dernier de la famille. C'est-à-dire quand je dis le dernier, c'est que ma sœur la plus proche de moi avait 7 ans de plus que moi. Donc vraiment, il y avait un décalage entre moi et eux. Donc forcément, c'était aussi une vision faussée des rapports familiaux, puisque dans les réunions de famille, souvent on me disait bah, va jouer, quoi. J'étais trop petit. Voilà, j'ai eu qu'à voir ce qui se passait chez mon épouse, j'ai eu qu'à regarder grandir mes enfants pour comprendre ce que c'était qu'une relation fraternelle et qu'une relation fraternelle, eh ben, ça ne souffre d'aucun sous-entendu malsain ou quoi que ce soit. C'est juste des frères qui sont contents de jouer ensemble et qui sont contents de dormir dans la même chambre, d'avoir leur propre univers. Comment est-ce que vous avez abordé ce sujet avec eux de votre vécu? Alors, il a fallu que je l'aborde à plusieurs étapes et elles ont été différentes à chaque fois. Déjà, il a bien fallu qu'ils comprennent pourquoi on n'allait jamais chez ma famille. Il a bien fallu leur dire que j'avais vécu des choses pas faciles. C'est comme ça que je leur ai dit au début, que j'avais vécu des choses pas faciles, ce qui ouvrait la porte à beaucoup de choses. J'avais pu avoir une enfance, j'avais pu voilà, être battu par mes parents, j'avais pu. Voilà, donc je ne suis pas vraiment entré dans ces détails-là. En revanche, là où j'ai pas eu le choix, c'est quand il y a eu la publication et que les premiers médias ont commencé à arriver. Les enfants sont, voilà, c'est des enfants et ils sont durs entre eux aussi. Et j'ai pas voulu que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui dise à mes enfants, et c'est arrivé, ah bah tiens, on a vu ton père hier dans telle émission, ah dis donc, il a été violé par son frère et tout. Non, en fait, c'est allé crescendo dans l'explication. Voilà, je leur ai rapidement dit après que c'était mon frère qui m'avait fait du mal. Et puis, toujours la même émission, un peu bascule pour moi, celle qui m'a donné l'idée de créer l'association. L'émission Le Monde en face, l'avantage de l'émission Le Monde en face, c'est que c'est enregistré dans les conditions du direct, mais ça passe le lendemain. Donc moi, j'étais la veille sur le plateau, et le lendemain, tous en famille, nos 2 enfants, mon épouse et moi, on a regardé le documentaire dans lequel il y avait, et c'est très rare aussi, une petite fille de 9 ans qui parlait. Et puis après, on a regardé mon témoignage. Et je me rappellerai toujours que mon plus jeune, là, je sais que ça va me faire monter l'émotion, mon plus jeune, pendant qu'il me regardait parler, qu'il m'entendait et que vraiment, il comprenait ce que mon frère m'avait fait, il m'a pris ma main, sans rien dire, tout en pudeur. Et voilà en fait comment ça s'est fait. Pardon. Vous avez Voilà en fait comment ça s'est fait. Ça s'est fait devant cette émission, où vraiment là, dans l'émission, voilà, c'est une émission pour adultes, hein, mais on avait décidé vraiment de faire en sorte de regarder tous ensemble. Et donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, où ils ont vraiment su exactement ce qui m'était arrivé. C'était
en avril 2019, cette émission. Donc voilà, là, ils ont vraiment su ce qui m'était arrivé. Et voilà, j'ai ce souvenir de mon plus petit qui me tient la main et qui, il avait 11 ans, et qui regarde l'émission avec moi. Voilà. C'était important pour vous de leur dire? Oui, oui, c'était important parce que ça fait partie de moi aussi. Et puis c'était important de leur dire, surtout avec déjà, je faisais déjà beaucoup d'allers-retours à Paris, puisque dès que le livre a été publié, j'ai été au ministère de la Famille pour réfléchir au premier plan de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux enfants. Voilà, donc c'était important aussi qu'ils comprennent pourquoi j'étais pas là, pourquoi je partais souvent, quelle était cette cause que j'allais défendre et pourquoi ça me tenait tant à cœur en fait. Donc oui, c'était important qu'ils sachent, et puis c'est parce que c'est mon histoire et je sais pas la leur en fait. Et le fait de bien leur montrer, c'était une façon aussi de couper. Je crois beaucoup au lien transgénérationnel. C'était vraiment aussi une façon de couper cette histoire, qu'elle ne reste qu'à moi et qu'on puisse en parler sans honte. Et maintenant, quand je fais des émissions ou quand je pars sur Paris, l'association qui prend son ampleur, on en parle, ils savent. Parfois, quand il y a des documents qu'on fait qui sont à destination des enfants pour l'association, bah, on leur fait lire pour voir ce qu'ils en pensent, les affiches, etc. Donc oui, c'était important, oui, oui, bien sûr. C'est important parce que je suis le premier à dire qu'il faut libérer la parole et briser les tabous. C'est pas pour moi-même faire grandir mes enfants en les maintenant dans ce silence-là. De quoi vous auriez eu besoin à l'âge de 6 ans pour libérer cette parole et être accompagné? Oh, ça, c'est une sacrée question, ça. De quoi j'aurais eu besoin? J'aurais eu besoin de quelqu'un qui… Je pense avoir tendu les mains. J'étais pas en capacité de l'exprimer, de le dire, parce que c'était trop dur. Mais je pense, dans mon comportement, avoir montré qu'il m'arrivait quelque chose. J'aurais vraiment eu besoin que quelqu'un le voie et prenne cette main que je tendais. Mais je pense que j'aurais peut-être eu besoin d'une boîte aux lettres papillon, parce que j'étais déjà à l'époque quelqu'un qui écrivait. Dès l'âge de 6-7 ans, j'écrivais. Et j'écrivais notamment ce que me faisait mon frère dans une sorte de journal intime que j'ai détruit plus tard parce que je ne voulais pas que quelqu'un tombe dessus. Quand j'ai quitté la maison, quand j'ai poursuivi mes études, j'ai détruit ce journal pour pas qu'on tombe dessus. Mais je pense qu'effectivement, si j'avais eu une boîte aux lettres papillon, cette main que je tendais et que personne ne prenait, je pense que je serais allé la tendre vers cette boîte aux lettres papillon. Est-ce que vous pouvez nous parler de la création de cette association? La création de cette association, elle s'est faite en 2 temps. D'abord, elle s'est faite parce que je commençais à être un petit peu, mais des guillemets, public, à faire des plateaux, etc. Et beaucoup de gens me disaient, ah, il faut que tu fasses une association, il faut que, voilà, comme tu libères la parole, tu montres l'exemple, il faut faire une association. J'ai fait une association que j'ai appelée dans un premier temps les survivants, mais déjà c'était beaucoup plus sombre que les papillons, mais je ne voyais pas ce que je pouvais apporter dans le paysage des associations qui existent en France, des associations de protection de l'enfance et des associations surtout. En fait, j'étais pas tant dans l'association de protection de l'enfance. Moi, j'étais au tout début dans une association d'aide aux victimes, de permettre d'aider la libération de la parole des victimes. Et même, je priorisais même un petit peu les hommes en disant aidons les hommes à libérer leur parole. Mais je ne voyais pas ce que je pouvais apporter. Et l'association qui a été créée en octobre 2018, elle vivotait, elle n'avançait pas parce que je ne voyais pas. Et puis, il y a eu cette émission Le Monde en face, avec cette rencontre virtuelle par écran interposé avec Lily, cette petite fille de 9 ans. Dans le documentaire, à un moment, Lily, elle nous dit à quel point elle aime le monde des papillons, qu'elle aime leur humeur, qu'elle aime leur couleur. Et là, je me suis dit, d'autres m'ont dit, mais c'est ça en fait, c'est les papillons qu'il faut faire. Et moi, en écoutant cet enfant, je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire, c'est revenir à ce que j'ai été, c'est-à-dire un enfant victime. Et aider l'enfant qui a mis 30 ans à libérer sa parole, aider les enfants à diminuer ce temps-là, parce que plus encore que le mal qu'on nous fait, au final, ce qui nous détruit, c'était 30 ans de silence. On se réfugie dans le silence parce qu'on croit qu'il va nous protéger, mais au final, on ne s'en rend pas compte. Il nous asphyxie, ce silence. Il nous étouffe et il nous empêche d'avancer. Donc, voilà, ça a été de me dire, revenons vers ce que j'ai été, l'enfance. Changeons le nom de l'association et faisons-le maintenant s'appeler les papillons.
Et puis, en discutant avec notamment une victime qui s'appelle Tini, qui j'espère nous regarde, c'est elle qui un jour, je me rappelle, hein, on était à la veille, Adrien Taquet avait été nommé secrétaire d'État 3 semaines plus tôt, et il avait demandé à me recevoir. Donc, j'étais à la veille de mon entretien avec Adrien Taquet quand elle m'a dit, mais ça serait bien qu'on puisse mettre quelque chose dans les écoles, comme une boîte, tout ça. Et là, je dis, mais oui, c'est ça, une boîte aux lettres papillon. Donc, je lui ai demandé si elle m'autorisait à porter ce projet. Et c'est comme ça qu'est née l'idée en fait des boîtes aux lettres papillon. On voit le 119, j'ai été souvent au 119 avec Monsieur Vigneron, qui est le patron du 119. On sait, en dehors des périodes de confinement, très peu d'enfants appellent le 119. 10% des appelants du 119 sont des enfants. Et parmi ces 10%, majoritairement, ce ne sont pas les victimes qui appellent, ce sont des copains, etc. Donc, on montre bien par là que parler, verbaliser, c'est très compliqué. Et puis, il y a aussi la crainte que quelqu'un nous entende. Donc, la volonté avec les boîtes à lettres papillons, c'est d'essayer d'avoir un outil, de mettre à disposition des enfants un outil pour leur permettre de libérer la parole quand c'est leur moment, quand c'est leur temps, et surtout d'aller au plus près de là où ils sont, c'est-à-dire dans les écoles, dans les clubs de sport. Voilà, c'est ça en fait. C'est comme ça qu'est née l'idée des boîtes aux lettres papillons. Encore une fois, par des rencontres et par cette volonté farouche de faire en sorte que les enfants victimes d'aujourd'hui ne soient pas comme les enfants victimes que nous avons été et qui n'ont pas trouvé d'outils, qui n'ont pas trouvé le moyen de pouvoir exprimer le mal qu'on leur faisait autrement que dans le silence. Merci pour cette magnifique explication sur les boîtes papillons de votre association. Quelles difficultés vous rencontrez dans la mise en place de ce dispositif? Alors, la difficulté, elle est pour moi très agaçante, puisque la difficulté, elle a un masque aussi. Demain, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, et demain, vous allez entendre toutes les écoles, le ministre, etc., nous dire tout ce qu'ils font pour éviter qu'il y ait encore demain des Marion Fraisse, et je salue d'ailleurs sa maman qui, avant-hier ou hier, a ouvert la première maison, la maison Marion, qui est une maison qui permet justement aux enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire de pouvoir aller exprimer ce qu'ils vivent. 6 ans de combat pour en arriver là. Donc demain, on va nous dire plein de belles choses. Et pour autant, qui nous empêche de mettre nos boîtes aux lettres papillons aujourd'hui? Ce sont les inspections d'académie. Heureusement, pas partout, puisqu'on arrive quand même à mettre des boîtes aux lettres papillons, mais ce sont les inspections d'académie qui, derrière des faux prétextes d'agrément ou derrière des faux prétextes de toujours cette sacro-sainte parole de l'enfant auquel il faut vraiment surtout pas croire, nous empêche de mettre nos boîtes aux lettres papillons. Est-ce que vous voulez citer les inspections d'académie qui empêchent? Oui, on a principalement l'inspection d'académie du 77, on a l'inspection d'académie du 47, du 24. On a même pire, on nous a même demandé d'enlever une boîte aux lettres dans une école, alors même que quelques jours avant, une enfant nous avait mis un mot dans cette boîte aux lettres. Donc, vous voyez où est-ce que ça va? Donc, on est dans le 76 là. Donc, c'est une lutte permanente. Ce matin, j'étais en visioconférence avec la députée Maude Petit et la directrice académique du Val-de-Marne. Ça m'a fait plaisir d'entendre cette directrice académique qui disait que notre projet des boîtes aux lettres papillons était novateur, important, et qu'il fallait qu'elle nous aide à le déployer. Donc, le problème de l'éducation nationale, c'est que c'est plein de strates. C'est un mammouth. C'était un mammouth en 1995. On est en 2020. Claude Allègre l'avait dit lui-même. En 95, il faut dégraisser le mammouth. On est en 2020. Le mammouth, je crois qu'il a encore grossi. Il y a plein de strates. Il y a, dans un département, il y a plusieurs inspecteurs d'académie qui n'ont pas tous le même avis. Et puis au-dessus, il y a une direction académique. Et puis, donc, c'est vraiment extrêmement compliqué. Heureusement qu'il y a des inspecteurs d'académie, et là aussi, il faut les citer, les inspecteurs d'académie du 13, du 83, du 16, du 90, qui ont le courage de dire que eux, oui, ils sont tout à fait d'accord, ils nous permettent de faire nos déploiements. Et là où on met nos déploiements, là où on met nos boîtes aux lettres, malheureusement pour eux, ça fonctionne parce que tout le monde joue le jeu, tout le monde joue le jeu dans l'unique volonté de protéger les enfants, et ça fonctionne. Les enfants nous écrivent, nous faisons, heureusement pas toujours, mais nous faisons des signalements au CRIP, et surtout, nous aidons les enfants avec les chefs d'établissement à régler leurs problèmes. Alors, principalement, les mots qu'on reçoit, c'est vraiment d'ailleurs incroyable, c'est majoritairement énormément de mots sur le harcèlement scolaire, vraiment beaucoup. Et on a aussi beaucoup de mots qui nous parlent de violences éducatives ordinaires.
ce terme parce que dans notre association, on a Céline Kellen qui est l'association Stop VO qui fait partie de l'association. Voilà, qui fait partie de l'association aussi Les Papillons. Et là, on est vraiment, je lis parfois des mots d'enfants qui vivent, et aussi, ils viennent nous écrire aussi sur la boîte aux lettres virtuelle du site internet de l'association. Il y a des enfants qui vivent des punitions, mais c'est inimaginable comment des parents peuvent faire ces punitions aux enfants. Donc, voilà, si on n'avait pas ces frilosités des inspections d'académie, ben, on aurait pu déjà avoir 100, 200, 300 boîtes aux lettres. Vous savez, on est en train d'installer dans la ville de Quimper 12 boîtes aux lettres papillons. C'est 12 000 enfants. Donc, il faut vraiment comprendre la portée d'une boîte aux lettres. Ça permet vraiment d'atteindre plusieurs centaines d'enfants. Quand il y a une boîte aux lettres dans une école, c'est immédiatement 400, 500 enfants qui sont en capacité de pouvoir. Il n'y a pas de mystère. Quand on pose une boîte aux lettres, un jour, 2 jours après, on a les premiers mots. Dans le territoire de Belfort, on a posé une boîte aux lettres. Le matin, on a expliqué aux enfants, ne serait-ce que aux enfants de 6e, on leur a expliqué avec notre diaporama vidéo le fonctionnement. Le soir même, on avait déjà 6 mots dans cette boîte aux lettres. Donc, je veux dire, les enfants sont en attente, mon Dieu, mesdames et messieurs de l'éducation nationale, mais laissez-les parler. On ne va pas avoir peur des enfants, sauf qu'on est dans un monde où les adultes pensent d'abord, là vous m'avez mis la pièce là, on est dans un monde où les adultes pensent d'abord à protéger les adultes avant de protéger les enfants. Donc un inspecteur d'académie me dit, ben oui mais si jamais un enfant met un mot pour parler de harcèlement scolaire et que dans cette école, le chef d'établissement n'a pas fait de signalement, ça veut dire qu'il a mal fait son travail. Non, ça veut simplement dire que l'agresseur a bien fait le sien. Mais encore une fois, on pense d'abord à protéger le chef d'établissement avant de penser à l'enfant qui est victime de harcèlement. Pourquoi cette omerta dans l'éducation nationale existe-t-il toujours finalement? Parce que je pense qu'il y a une crainte de se rendre compte que, contrairement à tout ce qu'on dit, non, le problème de harcèlement scolaire, entre autres, le problème de harcèlement scolaire n'est pas correctement pris en compte dans les écoles. Moi, on a une enfant qui nous a envoyé un courrier pour nous signaler, et là je ne dirai pas dans quel département, mais pour nous signaler du harcèlement scolaire, un harcèlement qui est arrivé à un point tel que les enfants lui disent que leur vie serait mieux si elle était morte. On est quand même à la limite de ce qui a entraîné Marion dans le suicide quand même, hein, et sans doute Eva elle aussi. Eh bien, on a une réponse d'un chef d'établissement qui minimise, qui dit que ce sont des jeux d'enfants, que c'est de l'amusement. J'ai été obligé de saisir le référent harcèlement du rectorat pour dire non, non, c'est pas un amusement. Quand des enfants disent à un autre enfant, on serait mieux si tu étais morte, là, je pense qu'on dépasse le cadre du harcèlement. Donc, je pense que la crainte de l'éducation nationale, et ça se confirme, c'est que ces boîtes aux lettres papillons mettent en exergue une immense forêt de harcèlement scolaire qui n'est pas pris en compte et qui est caché par un arbre, voilà, d'un numéro vert ou des choses comme ça. Je pense que c'est ça la crainte de l'éducation nationale, c'est qu'on découvre que les choses ne sont pas traitées correctement. Pour ceux que ça intéresse, je me permets et qui nous écoutent, je me permets de vous renvoyer au forum de l'enfance libre qu'on avait fait au mois de mars, où on a traité toutes les questions autour de la violence éducative ordinaire, notamment au sein des écoles et du harcèlement. Voilà, c'était un petit aparté. J'ai une question de Marie Rabatel, donc sur oui, Marie. voilà ce que vous venez de dire. Marie qu'on a reçue samedi, autour de la question des violences sexuelles. Voilà, autour de la question des violences sexuelles pour les enfants en situation de handicap. Elle demande donc tous les enfants ont le droit à la liberté de la parole, oral, écrit, dessin, photo, etc. Laurent, qu'en est-il des enfants en situation de handicap face aux boîtes papillons? Alors, mais nous sommes tout à fait en capacité de pouvoir mettre des boîtes aux lettres papillons pour les enfants qui sont en situation de handicap et de pouvoir construire un process qui leur permettrait d'avoir accès à cette boîte aux lettres. Dans notre association, on a des parents d'enfants handicapés, des parents d'enfants autistes, des parents… Et donc, on essaye de mener ces réflexions. Et moi, franchement, si Marie, qui nous écoute, je le sais, a une idée voilà, pour qu'on puisse accéder et que ces enfants, plutôt, que ces enfants puissent accéder à la boîte aux lettres, mais moi, je suis vraiment prêt à leur offrir cette possibilité puisque on essaye vraiment de laisser aucun enfant, comme le dit fort justement Marie, de laisser aucun enfant sur le bord de la route. Tous les enfants ont le droit de libérer leur parole. Et ce que j'écoutais de Marie l'autre jour était vraiment aussi très important. Notamment, c'est vrai que cette situation d'agression sexuelle, notamment sur les personnes en handicap, c'est un vrai problème qui n'est pas suffisamment pris en compte. Et il serait important pour moi d'avoir justement, grâce à Marie, grâce à d'autres personnes qui nous écoutent,
de nous donner des pistes pour pouvoir justement permettre aux enfants construire un outil qui leur permettrait eux aussi d'avoir accès à cette boîte aux lettres papillon et d'en comprendre le sens et la portée. L'appel est lancé en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, merci Marie. Donc, je disais tout à l'heure au début dans votre présentation que les boîtes aux lettres, elles sont dans les établissements scolaires, mais elles sont aussi installées dans les infrastructures sportives. Comment vous êtes reçu dans le monde sportif? Très bien, par contre. Vraiment, alors autant avec les écoles, c'est toujours une bataille permanente, autant dans le monde sportif, on est vraiment très, très bien reçu. On a signé une convention avec le ministère des Sports et je pense que, et je souris parce que je sais qu'elle sera avec vous la semaine prochaine, je pense que ce qu'a libéré Sarah Abitbol a vraiment été un électrochoc dans le monde du sport, a provoqué la convention de lutte contre les violences sexuelles dans le monde du sport, à laquelle j'ai été convié à cette occasion, donc où j'ai pu rencontrer Sarah. Je pense qu'elle a fait un électrochoc. Il y avait eu, et c'est malheureux quand même, il y avait eu d'autres sportives de haut niveau qui avaient quand même aussi fait des livres, raconté leur histoire, mais elles avaient été mises de côté. Elles avaient été, comme dans nos familles, familles du sport, elles avaient été exclues de ce monde du sport. Sarah, sans doute avec son aura de grande championne qu'elle était, elle a vraiment fait un électrochoc et du coup, on est vraiment très, 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 très bien reçus dans le monde du sport et dans cette volonté d'avancer. On a dans nos référents, dans nos ambassadeurs régionaux, quelqu'un qui fait partie du comité régional olympique et sportif de Normandie. On a comme ambassadeur aussi Luis Fernandez, qui est un des ambassadeurs de l'association. On est très régulièrement sollicité par des clubs de sport, par les clubs les infrastructures du réseau Grand INSEP, donc tout ce qui est CREPS, la formation des enfants qui vont devenir des sportifs de haut niveau. Donc vraiment, on est très très bien reçus dans le monde du sport. Ok. Moi, en tout cas, c'est une bonne chose de voir que ça avance petit à petit dans le monde du sport. Tout à fait. À travers donc aujourd'hui vous êtes capitaine de police et donc à travers votre métier vous êtes en contact avec des victimes et des agresseurs. Comment vous recevez ces témoignages aujourd'hui? Alors c'est parfois un petit peu compliqué parce que la police a encore, le monde policier, gendarmes, etc., a encore beaucoup d'efforts à faire pour accueillir correctement la parole des victimes. Je pense pas que ça soit, je pense que c'est souvent parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas correctement formés, que les policiers, les gendarmes posent pas les bonnes questions ou de façon trop brutale ou ne les posent pas au bon moment. Ils savent qu'ils doivent faire apparaître des choses, mais ils n'ont pas la formation pour amener la victime correctement à sa libération de parole. Et c'est un peu compliqué parce qu'une victime, quand elle pousse la porte d'un commissariat, si elle n'est pas bien reçue d'entrée, elle ne va plus la repousser, cette porte d'un commissariat. Donc c'est vraiment important de former correctement les policiers, les gendarmes à l'écoute de la victime, à la prise de parole de la victime. Et c'est vraiment aussi important ce qui peut être fait avec les salles Mélanie pour prendre la parole d'une victime enfant. Et la voix de l'enfant à ce niveau-là fait beaucoup pour les salles Mélanie, pour justement créer un processus, une salle où l'enfant pourrait être mis dans une condition de confiance avec tout un processus sur la façon de faire les auditions qui est un petit peu à la mode canadienne, vraiment pour amener l'enfant à libérer sa parole. J'ai souvent de la peine, je suis pris souvent entre deux feux, entre la victime que je suis et le policier que je suis, quand certaines victimes m'expliquent comment elles ont été reçues dans les commissariats. C'est parfois un peu compliqué parce que ça met en cause en moi plusieurs facettes de ma vie et qui souvent, en tout cas à ce niveau-là, s'opposent parce qu'il y a beaucoup à faire pour que la parole soit correctement prise. Comment se fait-il que des formations en fait ne soient pas organisées au sein de la police, du milieu socio-judiciaire, etc.? Malheureusement, les actualités chassent les actualités. On a eu justement une période où il y avait obligatoirement dans les commissariats, il devait y avoir un référent qui avait été formé à la prise de la parole, à la prise de plainte, à l'audition
sur les victimes de violences, de violences sexuelles, pardon. Mhm. Et je dirais qu'entre-temps, il y a eu les attentats. Entre-temps, il y a eu tellement de choses qui font que on n'a pas renouvelé les formations. Et puis, on est souvent, malheureusement depuis 2015, et je le vis de l'intérieur, on est souvent dans des situations où on ne peut pas prendre de congé, on ne peut plus faire de formation parce qu'on est dans une situation avec un risque élevé et certaines formations sont enlevées parce qu'il faut qu'on soit sur le terrain. Donc, Mhm. je pense que c'est pour toutes ces raisons que malheureusement, il n'y a plus vraiment une formation cohérente. Il faudrait que ça soit fait directement dans les écoles de police. Mais il y a l'actualité, malheureusement, pour les services de police, est tellement lourde. Il y a tellement de choses à gérer que malheureusement, je dis bien, cette partie-là passe un petit peu à la trappe parfois. Mhm. Donc, quand vous recevez ces témoignages, est-ce que ça vous ramène parfois à votre histoire? Non, vraiment maintenant, quand quelque chose, heureusement d'ailleurs, parce que je reçois tellement de témoignages que si ça me ramenait à mon histoire, je ne pourrais pas le faire. Ce serait trop compliqué. Parce que les gens qui m'écrivent souvent, parfois, libèrent leur parole pour la première fois. Donc, c'est avec toute la brutalité des premiers mots. Donc, et puis, il y a des histoires qui me permettent de me dire aussi que il m'est rien arrivé, quoi, parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont vécu, qui vivent encore des situations terrifiantes. Donc, non, ça ne me ramène pas à mon histoire, ça me ramène juste à l'urgence qu'il y a d'agir pour aider les gens, les victimes à libérer leur parole, et puis aussi, plus loin, pour modifier les textes pour qu'une véritable justice soit rendue pour les victimes. Mmh. Comment vous faites pour poser cette distance afin de ne pas être ce qu'on appelle réactivé par votre histoire? Je pense que cette distance, elle s'est faite toute seule, en fait. Okay. Je pense que maintenant, je suis tellement dans mon optique de l'association, de l'aide, que cette distance, elle s'est faite naturellement. Elle s'est imposée, en fait, à moi. On arrive vers la fin. J'ai quelques dernières questions, puis je passerai aux questions des internautes. Il y en a quelques-unes. Quelles sont, d'après vous, les évolutions sur le sujet des violences sexuelles sur mineurs depuis que vous avez créé l'association? Les évolutions, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup à faire en termes législatifs. Il y a vraiment, malheureusement, je dirais que par définition, les violences sexuelles sont un petit peu quand même le parent pauvre dans le monde judiciaire, etc. Mais alors, les violences sexuelles faites aux enfants sont encore plus le parent pauvre dans le parent pauvre parce que, comme pour tout, les enfants, ça ne fait pas de hashtag, les enfants, ça ne manifeste pas, les enfants, ça ne parle pas. Donc, les violences sexuelles contre les enfants, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire en termes législatifs et surtout en termes de peine qui sont infligées aux agresseurs, aux pédocriminels. À ce niveau-là, il y a tout à faire, tout à faire. On en est où de la libération de ces paroles de victimes? Je pense que grâce à MeToo, à cette vague MeToo, ça a permis de se rendre compte aux victimes qu'elles n'étaient pas toutes seules. Et on se sent toujours plus fort quand on se sent pas seul. Mais pour autant, je ne pense pas que ça ait fait évoluer les choses en termes de… La vague MeToo ne s'est pas accompagnée d'une vague MeToo dans les tribunaux, ne s'est pas accompagnée en tout cas d'une vague MeToo dans les jugements. Je pense qu'on en est… la vague MeToo, elle s'est pour moi malheureusement cantonnée dans les réseaux sociaux et elle n'a pas été entendue dans les tribunaux, elle n'a pas été correctement prise en compte et une victime reste encore et toujours victimisée. Et surtout stigmatisé. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Les associations se sont mobilisées autour d'une consultation citoyenne qui s'appelle Comment protéger les enfants contre toute forme de maltraitance sur make.org pour ceux qui souhaitent aller voir cette consultation citoyenne. Qu'en attendez-vous? Alors, l'association Les Papillons est une association partenaire, expert, comme make.org le dit. J'en attends de voir qu'effectivement, la cause de l'enfance en France est vraiment une vraie cause pour les Françaises et les Français. La dernière fois que make.org avait fait une grande cause nationale, c'était sur les violences faites aux femmes. Ça avait engendré vraiment des centaines et des centaines de milliers de consultations et de propositions.
j'attends vraiment de voir, en termes de visites, de consultations, qu'il y ait eu un vrai engouement des Français. Et puis j'attends qu'au terme de cette consultation et de ce travail qui ne fait que commencer, qui va durer 3 ans, on puisse faire ressortir des vraies nouveautés, des vrais textes, des vrais dispositifs qui permettent vraiment de créer une vraie politique de protection de l'enfance en France, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La protection de l'enfance, il n'y a pas de politique de protection de l'enfance en France. On pourra faire et dire tout ce qu'on dit, il faut le dire, il n'y a pas de politique de protection de l'enfance en France. Donc, il y a tout à faire et j'attends beaucoup de cette consultation pour justement lancer les bases d'une véritable politique de protection de l'enfance en France. Quelle campagne publicitaire, donc par rapport à cette protection de l'enfance, pourrait être faite par le gouvernement pour que ce fléau des violences sexuelles sur mineurs disparaisse? Je crois que, tout comme je l'ai fait dans mon livre, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, ni de les montrer. À force d'édulcorer, et là je m'adresse même aux victimes, hein, à force d'édulcorer le mal qu'on nous fait, on finit par croire que c'est pas grave. À force de dire, je me rappellerai beaucoup voilà, de certaines choses que j'ai entendues, à force de dire caresse au lieu de masturbation forcée, eh ben, on arrive à nous-mêmes ne plus être audibles. Il faut qu'on se fasse entendre et on ne pourra se faire entendre qu'avec les vrais mots. Oui, ils sont durs, oui, ils sont crus, mais c'est parce que ce qu'on nous a fait est dur et cru. Donc, une vraie campagne, ben pour moi, c'est une campagne choc, comme un peu la campagne qu'on a fait avec l'association Les Papillons Bas les Masques. Oui, parfois on nous a dit que les images des enfants étaient dures, mais c'est ça la réalité. Un enfant battu, c'est un enfant qui a mal. Un enfant qui est violé, c'est un enfant qui a mal. Donc, à un moment ou à un autre, je crois que les campagnes qui nous ont marqué le plus en matière de sécurité routière, c'est les campagnes qui ont été le plus chocs. Parfois, les campagnes le plus chocs, ça ne passe pas forcément par des images chocs ou il y a des silences qui peuvent être aussi très choquants. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter d'édulcorer, il faut dire les choses. On en revient un petit peu, c'est le leitmotiv de tout ce que j'ai dit ce soir, c'est dire les choses. Dire les choses. Même quand ça nous paraît indicible, il faut dire l'indicible. Merci Laurent. Je vais passer aux questions des quelques internautes. Alors, il y a une question par rapport donc à l'association. On a dit qu'elle était donc dans les infrastructures scolaires et sportives. Et Lulu Loire demande si dans les autres milieux, comme les clubs culturels, théâtre, cirque, ça existe. Alors, ça n'existe pas et je vais tout de suite expliquer pourquoi. On revient en fait toujours au mammouth de l'éducation nationale, parce que même en interne de l'association, la question s'est souvent posée. Si on met les boîtes aux lettres tout de suite trop en dehors de l'école, l'éducation nationale va nous dire, bah, voyez, vous n'avez pas besoin des écoles, puisque vous pouvez les mettre ailleurs. Donc, premier point. Et deuxième point, l'école, c'est vraiment l'endroit où on est sûr, parce qu'elle est obligatoire, de pouvoir toucher les enfants. Plus tard, quand on aura vraiment réussi à convaincre toutes les académies et qu'on sera implanté dans chaque académie, alors oui, on pourra commencer à réfléchir à mettre des boîtes aux lettres ailleurs. Et on le fera, bien évidemment. Mais pour l'instant, on est vraiment dans, pas un bras de fer, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais dans cette notion de convaincre l'éducation nationale qu'on n'est pas là pour les stigmatiser, et qu'on est là au contraire pour les remettre au milieu de tout ça. Ok. J'espère que ça convient à Lulu Loire pour la réponse. Elle pourra venir sur la page Facebook de l'association, laisser un message et je pourrai un peu plus expliquer. Super. J'invite tout le monde, si vous avez d'autres questions par rapport à l'association, à se dire, et que vous n'avez pas posé ce soir parce que vous n'y avez pas pensé, etc., à vous diriger vers la page Facebook de l'association Les Papillons. Je réponds toujours. Il y a une question de Karine Mage, alors qui revient un peu sur le silence et la raison d'être de l'association, qui demande est-ce que vous n'en avez jamais parlé à un camarade de classe? Non, jamais. Jamais. Jamais parce que la peur de ne pas être cru, la peur d'être moqué, la peur, et puis surtout la peur qu'ils le disent à quelqu'un qui pourrait le dire à mes parents. Quand on ne parle pas, ben, on fait tout pour qu'on nous laisse tranquille. Donc moi, j'étais vraiment dans cet esprit qu'on me laisse tranquille. J'ai beaucoup changé, mais pour autant, et puis j'ai perdu confiance en tout le monde. Donc j'avais plus beaucoup de copains. Donc non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Okay. Ma dernière question, elle sera simple. Comment pouvons-nous vous aider, Laurent? Ah ben, nous aider,
m'aider, c'est participer maintenant à mon combat, à mon projet, c'est devenir référent aux bénévoles de l'association, c'est nous aider à être un peu partout en France, le porte-parole de l'association. Je l'ai dit souvent au début, les grandes villes s'étaient intéressées aux boîtes aux lettres papillons, Paris, Nice, Grenoble, et puis elles sont tellement grandes, elles avaient tellement de difficultés à se bouger qu'à un moment, je me suis tourné sur les réseaux sociaux et j'ai dit, bon, faisons en sorte que la vague, elle parte d'en bas pour aller vers le haut. On était en octobre de l'année dernière, on n'était donc pas beaucoup. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu sur Facebook une publication que j'avais mis il y a un an où je me réjouissais d'avoir 20 référents. Un an après, on est 410. Il y a plus qu'une quinzaine de départements où on n'est pas. Et aujourd'hui, effectivement, la vague, elle est partie du bas parce que lundi, j'ai fait une visioconférence avec l'adjointe à la mairie de Paris, Madame Dominique Bersini, qui est ancienne défenseure des enfants et qui veut que Paris soutienne les boîtes aux lettres papillons. Donc, on est vraiment dans cette notion, faisons en sorte que la vague parte du bas pour aller vers le haut. Donc, m'aider, c'est donner du sens à ce qui m'est arrivé. Et donner du sens à ce qui m'est arrivé, c'est venir nous rejoindre dans l'association Les Papillons. Ça sera la meilleure des conclusions. Super. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Laurent. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce soir, vous pourrez donc, ce soir, vous pourrez voir ou revoir, donc après cet entretien sur notre page du Forum de l'Enfance Libre, le documentaire d'Éric Guéret, Enfance abusée, avec Laurent Boyer, Andrea Bescon, et vous parliez tout à l'heure d'un autre homme, je ne me rappelle plus du nom. Kevin Massé. Kevin Massé. Vous verrez aussi d'ailleurs Ingrid, qui est maintenant qui est référente départementale de l'association Les Papillons dans les Bouches-du-Rhône. Ingrid, elle avait témoigné aussi dans Infrarouge. Super, merci. Du coup, c'est un documentaire qui a été fait donc, par Public Sénat en 2019. Et demain, nous recevrons Eugénie Izard, pédopsychiatre et co-directrice de la rédaction du livre « Danger en protection de l'enfance ». Nous parlerons du fonctionnement et des dysfonctionnements dans la protection de l'enfance. Merci d'avoir été avec nous. Et cette vidéo sera disponible très prochainement en replay. À demain, 20h. Merci encore pour cet entretien. Merci à toutes et tous.